Les amis, bonjour. Voilà, on se retrouve une fois de plus avec notre grand ami et grand maître en matière d'échographie fœtale, notre ami Jean-Philippe Beau. Aujourd'hui, il nous propose un organe noble, un organe en perpétuelle modification tout au long de la grossesse, du premier trimestre jusqu'à la fin et au-delà de au-delà de l'accouchement. On sait que le cerveau va subir des tas de modifications et ces modifications, il faut savoir les connaître. Et depuis qu'on suit ces webinaires réalisés par notre ami Jean-Philippe, on a vu toutes les possibilités du premier trimestre. Donc, le premier trimestre, il ne suffit pas de faire qu'un seul bip comme c'est préconisé, mais aller au-delà de ce bip et voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Et on sait qu'un certain nombre de pathologies peuvent être détectées à ce stade. Et serait malheureux, comme je continue à le voir, ces pathologies vues au deuxième, troisième trimestre, telles que l'holoprosencéphalie que j'ai vu la semaine dernière, telles que les anocéphalies. Donc, toutes ces pathologies doivent être détectées au premier trimestre pratiquement. Bien sûr, au deuxième trimestre, il peut y avoir d'autres pathologies, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense qu'il y aura une discussion à la fin de la communication de notre ami Jean-Philippe qui va nous donner plein les yeux sur le cerveau. Et je vous rappelle que Jean-Philippe, c'est un expert en la matière. On va l'écouter attentivement et à lui la parole. Alors, action, activer le partage d'écran. Voilà, alors. C'est bon, vous avez la présentation en grand là? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Super. Très bien. Alors, écoutez, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous, on a une canicule ici à Paris. J'aimerais bien avoir un petit vent frais de la côte atlantique de Casa, mais on n'est plus confiné, mais maintenant on est complètement compoté par la chaleur. Donc, je vais vous parler du cerveau fœtal normal. Et en particulier au cours de l'examen morphologique, il y aura évidemment quelques images qui ne seront pas forcément aux alentours de 22 semaines. Et puis, jeter un coup d'œil un peu sérieux parce que ce topo est le premier step pour le livre dont on a parlé depuis longtemps, qui était sur l'examen morphologique du cerveau, l'atlas anatomique du cerveau. Et donc, il y a des planches qui vont se retrouver. Donc, vous en bénéficiez en primeur. Alors, les deux premiers points, on va parler de la technique, on va parler des plans de coupe à utiliser. Il y a trop souvent, en ce qui concerne le cerveau, une espèce de fixation sur les coupes axiales et on ne s'occupe pas du reste. Et évidemment, c'est une grave lacune. En ce qui concerne la technique, bien sûr, vous utilisez tous l'échographie conventionnelle 2D avec la voie abdominale, mais il ne faut vraiment pas se priver d'utiliser la voie vaginale. J'insisterai beaucoup là-dessus parce que ça me paraît fondamental, évidemment, quand le fœtus est en présentation céphalique. Et si on a la chance d'avoir des sauts à haute fréquence, on a une qualité d'imagerie qui est absolument parfaite. Et évidemment, d'autant plus qu'on a avec des patients difficiles avec des BMI élevés. À côté de l'échographie conventionnelle, on peut utiliser l'échographie volumique. Et cette échographie volumique, on a plusieurs possibilités. Les coupes multiplanaires, le mode TUI qui est un mode de slide, exactement comme on peut faire au scanner, de coupe serrée. Et puis le mode render qui peut être utilisé en mode render osseux, qui peut être utilisé en mode render de surface pour voir les surfaces cutanées du fœtus. J'en mets vraiment une petite couche là sur la voie vaginale. Je vous montre ici des images à 22 semaines, les deux images de gauche, une image à droite qui est à 18 semaines, et vous voyez qu'on a un détail d'informations qui est tout à fait intéressant, et donc on y reviendra, mais c'est vraiment un point, à mon avis, fondamental. Le mode volumique TUI, donc, qui permet d'obtenir des coupes serrées. Je vous ai mis deux images ici, enfin deux planches qui sont à 22 semaines.
à gauche en coupe coronale, à droite en coupe axiale. Et vous voyez que ça vaut toutes les descriptions, puisque vous avez, comme vous avez au scan ou comme vous avez à l'IRM, et ben vous avez les différents plans. Là, l'avantage, c'est que vous avez un volume décomposé sur ces 8 images, plus l'image le plan de coupe de référence. Et donc, ça vous permet de vous y retrouver et donc, quand il y a une pathologie, de bien pouvoir la situer. Alors, les plans de coupe à utiliser, ça aussi, point fondamental. Bien sûr, les plans axiaux que vous connaissez tous. J'attire votre attention sur le fait que le plan du BIP, qui est ici entouré d'un trait rose, vous voyez sur une référence sagittale à gauche où il se situe. J'ai pris comme point de rotation antérieure la cavité du septum et vous voyez dans quel plan ça se situe le plan du bipariétal. Entre parenthèses, le plan du bipariétal et le plan transventriculaire ne sont pas exactement les mêmes, puisque vous voyez qu'en ce qui concerne le plan transventriculaire, on est au niveau jaune qui est donc dans un plan supérieur au plan du bip. Pour la fosse postérieure, inclinaison beaucoup plus en arrière, et vous voyez que sur la coupe ici sagittale, on voit que le plan passe par le quatrième ventricule, et donc on voit ici ce quatrième ventricule avec ici en antérieur évidemment la cavité du septum pellucidum. Mode volumique TUI pour ces plans axiaux, et donc sur ces plans axiaux, vous voyez qu'on va retrouver au milieu ces plans de référence. Donc ici on a la cavité du septum pellucidum, on a le V3 qui est cette toute petite formation ici au milieu, entourée de part et d'autre par les thalamies. Ici sur ce plan légèrement inférieur, on a le bas de la vallée sylvienne. Ici, on a le cervelet et ici, on a le V4. Et donc, on a tous les plans qu'on retrouve. Bien sûr, je n'ai pas absolument détaillé tout. Ventricule latéral ici, 5 cornes postérieures. Et puis ici, les 2 cornes frontales de ces ventricules latéraux. Alors maintenant, les plans sagittaux. Il y a le plan sagittal strict. C'est celui-là qui nous permet de voir évidemment les formations de la ligne médiane. C'est-à-dire ici le corps calleux. Le vermis cérébelleux, à nouveau avec son V4, le tronc cérébral avec ici la protubérance allulaire qu'on voit tout à fait bien. Et on verra tout à l'heure qu'effectivement, l'inclinaison de la position de la sonde, puisqu'ici on est par voie vaginale, est très importante en fonction de ce qu'on veut illustrer. Le plan parasagittal qui correspond donc à cette ligne rose, en fait, elle va avoir un gros intérêt pour voir le parenchyme cérébral et pour voir les parois des ventricules latéraux. Et donc, vous savez que dans certaines pathologies, comme les hémorragies, c'est très important de savoir si ces parois latérales sont échogènes ou pas. Et donc, c'est un plan à utiliser. Et puis, dernier plan, un plan beaucoup plus parasagittal et beaucoup plus incliné. Je l'ai appelé plan parasagittal latéral. Et vous voyez qu'en fait, on voit la vallée sylvienne. Regardez un livre d'anatomie à 22 semaines, vous verrez que la vallée sylvienne a exactement cet aspect. On peut naturellement utiliser le mode volumique sur ce plan, sur ces plans sagittaux et parasagittaux, avec une toute petite remarque, c'est que ça devrait venir dans les machines General Electric, mais là, les plans sont parallèles. Ça serait mieux si ces plans pouvaient, à partir du plan sagittal, avoir l'inclinaison que je vous ai montrée sur les images précédentes. Alors, les plans coronaux. Les plans coronaux, je vous garantis que la grande majorité des échographistes ne l'utilisent pas. Et à mon avis, c'est vraiment un manque. Alors, en fait, les plans coronaux, je vous les ai mis ici de l'arrière vers l'avant, donc la partie occipitale vers la partie frontale. Donc, plan de coupe postérieur, le plan de coupe postérieur, on voit les deux hémisphères occipitaux, on voit les cornes occipitales en coupe coronale, on voit ici le vermis cérébelleux avec, on voit le cervelet avec au milieu le vermis cérébelleux
et de part et d'autre les deux hémisphères. La coupe ici passe au niveau des noyaux gris centraux. On voit la vallée sylvienne et j'attire votre attention sur un point absolument fondamental. Vous ne pouvez pas envisager de parler de symétrie du cerveau sans avoir des coupes coronales qui sont les seules qui vous permettent de vérifier cette symétrie. Par exemple, dans certaines pathologies de la giration où vous allez avoir une pathologie localisée à un hémicerveau, eh bien, vous le verrez très bien en coupe coronale, alors que vous pouvez passer très bien à côté, et en coupe axiale, et en coupe sagittale, d'autant plus si vous ne faites pas de coupe parasagittale. On avance un tout petit peu vers la région antérieure du cerveau. On est ici au niveau des cornes frontales, qu'on voit très bien. On voit la cavité du septum pellucidum. Ici, en arrière, ici, en dessous de la cavité du septum pellucidum, c'est les piliers du trigone. Ici, le corps calleux. Et puis, on avance encore un petit peu. Et là, on a les deux hémisphères frontaux avec le corps calleux et à nouveau les cornes frontales. Bien sûr, coupe de cette coupe coronale plutôt en mode TUI. Et on a, vous voyez, des plans de coupe qui vont de l'avant vers l'arrière. Donc en avant, vous avez les lobes frontaux, on trouve les cornes frontales. Ici, on est au niveau des vallées sylviennes. Et vous voyez que d'arrière, d'avant en arrière ou d'arrière en avant, vous pouvez avoir tous les niveaux de coupe et donc parfaitement situer une anomalie s'il y a une anomalie. Alors, un petit mot de l'organisation générale du cerveau. Vous avez un point extrêmement important, c'est la tente du cerveau. La tente du cerveau, c'est une toile fibreuse qui, comme vous le voyez, est un peu disposée comme une toile de tente. Mais je parle de tente de camping, là. Vous voyez qu'il y a un faîte qui est ici à ce niveau-là. Et en fait, donc, la tente du cervelet qui est ici va séparer la fosse postérieure qui est en dessous de l'étage sustentoriel qui est au-dessus. Donc l'étage sustentoriel ici en jaune, sur les deux coupes sagittale et coupe coronale, et puis l'étage sous-tentoriel qui est ici en bleu sous la tente du cerveau. Et cette distinction est importante quand on évoque des pathologies. Alors là, la tente du cervelet, donc ça c'était un schéma anatomique. Maintenant, la tente du cervelet en aspect échographique. Première chose, on la voit très bien ici le long de cette ligne pointillée et vous voyez qu'elle ferme la fosse postérieure ici. On la voit, c'est une coupe à peu près identique à la coupe anatomique qu'on a vue avec les deux parties de cette tente du cervelet. Ici, en fait, vous voyez qu'il y a manifestement la mesure d'un angle et ça, c'est l'angle dont je vous ai sûrement déjà parlé, c'est l'angle BT, c'est-à-dire brainstem, c'est-à-dire en anglais le tronc cérébral, et tentorium angle, c'est-à-dire et la tente du cervelet. Cet angle-là est très important parce que dans certaines pathologies comme le Dandy Walker, la tente du cervelet va être complètement surélevée et donc cet angle va être très ouvert. Une petite remarque et une petite astuce pratique. Vous pouvez, si vous avez une petite difficulté à repérer la tente du cervelet, vous allumez le Doppler et vous voyez qu'en étant dans cet axe-là, vous avez ma sonde est ici, donc on est dans un plan qui est pas loin de l'axe du vaisseau, donc on illustre bien ce sinus droit qui est le sinus qui draine la veine de Gellien et qui draine la partie centrale du cerveau. Et donc ce sinus droit court au fait de la tente du cervelet. Le fait là, c'est comme un toit, ok, et donc ça permet de se repérer correctement. Alors maintenant qu'on a mis en place les plans à utiliser, l'organisation générale, on va détailler les structures cérébrales. Alors évidemment, il y a le cerveau, mais autour du cerveau, il y a une boîte crânienne, c'est ce crâne osseux. Ce crâne osseux peut être étudié en échographie 2D et surtout on va pouvoir étudier les contours, beaucoup plus que les sutures qui vont être difficiles à voir, dont on va voir juste ici les petits points d'interruption. Pareil ici, bien sûr, l'objectif là, c'est de vérifier qu'il y a une boîte crânienne qui est régulière. Vous comprenez tout de suite que c'est beaucoup plus facile avec un mode volumique qu'une coupe multiplanaire et on a les trois plans
plan axial, plan coronal et plan sagittal sur la même image et on vérifie qu'effectivement, il n'y a pas de déformation de ce crâne osseux. Alors maintenant, on peut faire mieux. Bien sûr, on peut utiliser le mode maximum osseux ou dit mode render. Ce mode, c'est très simple, c'est les voxels qui sont déjà écogènes puisque c'est de l'os. Ces voxels, on les rend informatiquement encore plus écogènes et donc on va pouvoir voir ici toutes les structures cérébrales que vous voyez ici très très bien. Comme de toute façon vous aurez le topo, vous pourrez regarder ça en détail, mais vous voyez que c'est tout à fait clair. J'ai mis les os ici en jaune, ici pareil en jaune, et puis vous avez ici la fontanelle sphénoïdale et vous avez la fontanelle lambdoïde ici postérieure avec les sutures que vous voyez, coronale, squameuse et lambdoïde ici. Vous pouvez regarder, alors évidemment le gros avantage de ce mode osseux, c'est qu'en fait vous avez une vision en face, exactement comme si vous faisiez une photographie, et donc ça vous permet de bien pouvoir analyser aussi bien les fontanelles que les sutures, de voir si elles ont un aspect normal, si elles ne sont pas précocement fermées ou au contraire trop larges comme ça peut l'être comme point d'appel initial pour une craniosténose. Donc ici, quelques images avec le bregma, une suture sagittale supérieure, l'occiput et la partie antérieure du crâne avec les deux frontaux et la suture métopique. Et donc maintenant, on passe au système ventriculaire. Donc, n'oubliez pas de regarder la boîte crânienne osseuse parce qu'il peut y avoir des formations, il peut y avoir des images d'addition comme des méningocèles ou des méningoencéphalocèles et c'est vraiment important. Donc, en ce qui concerne le système ventriculaire, je vous ai mis ici deux schémas. Et pour vous rappeler qu'il y a donc des ventricules latéraux. Ces ventricules latéraux ont effectivement trois cornes, corne frontale, corne occipitale, corne temporale, ce que vous retrouvez sur une coupe ici en projection axiale. Et ces ventricules latéraux communiquent avec le troisième ventricule qui est unique et médian par deux pertuis qui sont les trous de Monro que vous voyez ici, ou foramen ventriculaires latéraux, c'est leur deuxième nom. Ensuite, ce troisième ventricule médian va communiquer par un petit canal avec le quatrième ventricule qui est ici en arrière. Et vous savez que le liquide céphalorachidien qui est produit à l'intérieur des ventricules par les plexus choroïdes va ensuite après, sous le V4, va passer dans des espaces péricérébraux par les foramen de Louchka et par les foramen de Magendie et les foramen de Louchka. Alors, voilà l'aspect en échographie. Donc, système ventriculaire avec ici une coupe qui est une coupe dans le diamètre atrial, ou un petit peu au-dessus du diamètre atrial puisqu'on est au niveau de la coupe du ventricule. Donc, on voit la corne occipitale. C'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'on va mesurer ensuite le ventricule, mais on y reviendra. Et donc, ici, une coupe coronale antérieure avec les deux cornes frontales. Ici, donc, les cornes frontales correspondent à ça, les cornes occipitales correspondent à ça. J'ai un peu inversé l'image, mais ça va en face de ça et ça va en face de ça. Et puis difficile à voir, les cornes temporales. Il faut, vous voyez, on est très, très en arrière et on voit ici effectivement le temporal et on voit les plexus, le morceau de plexus choroïde qui est dans cette corne temporale. Vous voyez qu'on est assez en arrière parce qu'ici on a le vermis cérébellum. La paroi des ventricules latéraux, donc on en a déjà un tout petit peu parlé, il faut la regarder attentivement, il faut regarder, vérifier qu'elle n'est pas anormalement échogène, on peut la regarder, vous voyez ici 22 semaines, et puis c'est-à-dire en coupe coronale, et puis ici à 28 semaines, ici à 24 semaines, avec l'idée que toujours la même chose, de vérifier que les parois ne sont pas échogènes, et un élément important, de vérifier qu'il n'y a pas de structure inhabituelle à l'intérieur des ventricules. On voit très bien ici une structure normale, c'est un plexus choroïde, mais vous pouvez avoir des structures échogènes à l'intérieur de ces ventricules. Et ces structures échogènes, en particulier quand on soupçonne une hémorragie, peuvent être des caillots. Alors, comment on mesure le diamètre atrial? Il y a des repères précis.
des repères latéraux et des repères antéro-postérieurs. Les repères antéro-postérieurs, c'est en avant, on se situe au niveau des piliers du trigone, c'est-à-dire qu'on est légèrement sous la cavité du septum pellucidum. On a l'impression qu'on a une cavité du septum pellucidum qui sera traversée par un trait médian. Et donc, c'est en fait les deux piliers du trigone qu'on voit ici, ou colonne antérieure du trigone. En arrière, on est au niveau de la citerne ambiante, donc il n'y a évidemment surtout pas de cervelet. Et puis, on va mesurer en regard du sillon occipital interne ou pariéto-occipital interne, avec la particularité, c'est qu'on doit avoir ici ce trait perpendiculaire au bord externe du ventricule. Et donc, je vous ai mis cette coupe pour que vous puissiez vous rendre compte effectivement que si vous vous trompez et si vous mesurez comme ça, vous allez augmenter cette mesure, puisqu'en fait, vous mesurez l'hypoténuse. Et donc, attention à bien placer, les calipers de façon à être perpendiculaire au bord externe. C'est exactement le même principe que la mesure de la clarté nucléaire. Alors maintenant, ça c'était les ventricules latéraux. Maintenant, troisième ventricule, 22 semaines ici. Vous voyez que ce troisième ventricule, il est presque virtuel. On le voit, mais vraiment très très peu, avec une largeur très minime. Et puis au fur et à mesure où on progresse dans la grossesse, eh ben, ce ventricule va être plus visible. Vous voyez qu'on le voit ici assez correctement. Et évidemment, encore mieux ici à 32 semaines, c'est-à-dire au troisième trimestre. Le troisième ventricule en coupe sagittale, 27 semaines, on le voit, mais un peu difficilement. Quand on est à 32 semaines, là, on est dans des conditions qui sont bien meilleures. Et en fait, ce troisième ventricule a une forme très tarabiscotée, si je peux dire. Il a de nombreux récessus. Ici, on a récessus chiasmatique, par exemple. Et vous avez ici une adhésion interthalamique, c'est-à-dire que ce tissu adhère entre les deux parties du cerveau. Et ensuite, vous avez ici en arrière, donc la flèche, elle devrait aller là. Ça, c'est le récessus pinéal, le récessus supraoptique. Le foramen interventriculaire, c'est le trou de Monro, évidemment. Et puis, ce troisième ventricule se prolonge ici par l'aqueduc et qui est situé entre le tronc cérébral, ici la lame tectale que vous voyez assez bien sur cette image qui est assez précise. Alors, je continue toujours le même propos que j'avais tenu tout à l'heure. Coupe coronale, et sur ces coupes coronales, ça nous permet effectivement, au deuxième trimestre, on a, compte tenu de l'aspect très fin du troisième ventricule, on a du mal à le voir. En fait, on voit le corps du fornix et le corps du trigone. Par contre, dès qu'on va avancer dans la grossesse, à 28 semaines, on commence à voir le V3 ici, au troisième trimestre, on le voit tout à fait correctement avec le corps du fornix qui est ici, la cavité du septum pellucidum. On ne voit pas le plexus choroïde du V3 qui est extrêmement fin et donc qu'on n'arrive pas à imaginer. Alors, on est au niveau V3 quatrième ventricule. Donc, entre les deux, il y a l'aqueduc de Sylvius. Et l'aqueduc de Sylvius, on peut le voir, il est légèrement ici en arrière du V3. On le voit mieux, évidemment, à 32 semaines. V3, ce petit rond ici, c'est l'aqueduc de Sylvius. Et puis, deux images en coupe sagittale avec cet aqueduc de Sylvius qui est ici, entre le V3 qui est là et le V4. Pareil ici, toujours avec la lame tectale qui est derrière lui. Coupe axiale du quatrième ventricule. Je vous ai mis une coupe un peu plus tôt, c'est à 18 semaines. Et vous voyez que ce qui va être très très important dans ces coupes, c'est de voir la forme du quatrième ventricule. Un quatrième ventricule, c'est une forme de croissant à concavité postérieure. Et ça, c'est un point très très important parce que toute modification de forme qui serait différente de celle-ci doit vous faire penser qu'il y a peut-être une anomalie au niveau du vermis cérébelleux en particulier. Et donc évidemment, ce V4 surligne en avant le vermis qui est cette partie échogène qu'on voit bien en arrière donc du V4. Sur des coupes sagittales, la forme du V4 est assez caractéristique avec
un aspect en triangle à pointe postérieure, ce qu'on appelle le fastigium. Donc, 2 coupes ici à 22, 26 semaines. À 29 semaines, c'est toujours la même image. Et puis ici, une image encore plus précise à 32 semaines avec effectivement ce quatrième ventricule, le tronc cérébral. La partie antérieure du tronc cérébral est assez écogène, ce qui est tout à fait normal. C'est lié à la myélinisation de la partie antérieure du tronc cérébral. Et un point qui est pas négligeable à vérifier, c'est où se situe le quatrième ventricule par rapport à la hauteur du vermis. Et vous voyez qu'en fait, ce quatrième ventricule, il est quasiment au milieu de la face antérieure du vermis. Donc, c'est un point de repère important, en particulier quand il y a des anomalies de giration, enfin, plus anomalies dans la formation du vermis, avec des anomalies qui se situent dans cette partie inférieure basse du vermis. Cavité du septum pellucidum. Maintenant, on avance donc dans nos explorations. Coupe axiale, on voit cette cavité du septum pellucidum. On voit ici le sillon précalleux, le genou du corps calleux. Et ces 2 petits traits ici sont les colonnes antérieures du trigone ou pieds du trigone dont on a déjà parlé tout à l'heure. La coupe coronale, elle aussi, est fondamentale pour bien vérifier la paroi latérale de la cavité du septum pellucidum que vous voyez très bien ici. Et puis la coupe sagittale avec la forme en virgule que vous connaissez parfaitement ici sous le corps calleux. Donc effectivement, quand on a le du corps calleux, on va avoir le V3 qui va monter et cette cavité va disparaître. Un petit peu plus de détails sur cette cavité septum pellucidum. Ici, ce qu'on appelle donc tout ça, c'est le complexe antérieur. Et donc vous avez le complexe antérieur ici à 22 semaines avec le genou du corps calleux qui est ici, la faux du cerveau, le sillon précalleux, la cavité du septum pellucidum ici, les deux parois de la cavité, et puis ici, les 2 cônes frontales. Un peu plus tard, 26 semaines, on va encore mieux voir le sillon précalleux et toutes les structures vont apparaître encore plus nettement. Le corps calleux, bien sûr, principale commissure. Une commissure, c'est un endroit où les fibres nerveuses passent d'un hémisphère cérébral à l'autre. Probablement que ça a un rôle dans des fonctions motrices et proprioceptives importantes. Et donc, ce corps calleux, on en parle tout le temps. Ce corps calleux, le voilà ici, c'est cette forme de virgule, ici en coupe sagittale, au-dessus de la cavité du septum. Évidemment que on ne peut pas envisager, contrairement à ce que peuvent laisser entendre certains, il est absolument impossible d'avoir une idée précise du corps calleux autrement que dans une coupe sagittale. Tout le reste, c'est de la rigolade. Et donc, évidemment que sur une coupe axiale, on va voir le corps calleux, mais on va voir ici un petit bout qui est le genou du corps calleux. Et puis, sur une coupe coronale, elle est intéressante, cette coupe coronale, parce qu'elle va montrer, d'une part, l'épaisseur du corps calleux, et d'autre part, à aider à la compréhension de ce que c'est le corps calleux. En fait, le corps calleux, c'est donc bien une commissure, ça passe d'un côté à l'autre, d'un hémisphère cérébral à l'autre, et ça, c'est un point très important. Alors, on peut utiliser le mode volumique, évidemment. Là, vous voyez une coupe sagittale et une coupe coronale, hein, c'est le même volume. Et puis ici, en bas, je vous ai mis ce qu'on appelle un VCI, c'est-à-dire que j'ai tracé une IKC, j'ai donné une certaine épaisseur, et vous voyez que ça vous permet ici de comprendre que le corps calleux, c'est des fibres qui sont juxtaposées et qui ont une direction transverse, et donc ça vous donne une espèce de nappe qui correspond à ce corps calleux. Un petit mot du développement du corps calleux. À 16 semaines, on ne voit pas encore le corps calleux, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit assez bien le trajet ici cérébral et puis artère péricalleuse. Et je pense que ça, c'est un élément. Il y a des Belges qui avaient publié un papier là-dessus, et je pense que c'est un élément très intéressant pour la compréhension du corps calleux. Et je pense qu'effectivement, si on a une vascularisation ici au niveau de ces futures artères péricalleuses qui n'est pas normale, je pense qu'effectivement, ça incite à revoir la patiente, peut-être pas à 22, mais à 18 pour avancer. Ici, on commence à voir le corps calleux. Alors, une petite remarque importante, le corps calleux
se développe de l'arrière vers l'avant par un mouvement d'enroulement que je vous ai symbolisé ici par cette flèche jaune. Et donc, la plupart du temps, quand il y a des agésies partielles du corps calleux, elles vont plutôt porter sur la partie postérieure. C'est plutôt vrai et ce n'est pas totalement exclusif. Il peut y avoir des agésies de la partie antérieure. Ici, vous voyez, on est à 18 semaines. On a un corps calleux qui mesure déjà 12 mm et en particulier qu'on visualise tout à fait correctement. La structure du corps calleux, c'est important de la connaître et c'est important de savoir qu'il faut distinguer 4 parties. Ces 3 parties, le genou, le corps et le splénium, ont la même origine embryologique et le même timing embryologique. Hein, ça va donc de l'avant vers l'arrière. Le rostrum, lui, est une origine embryologique un peu différente et donc il est possible d'avoir des du rostrum. Le rostrum, c'est ce qu'on appelle aussi le bec du corps calleux et qui soit isolé sans atteinte du reste du corps calleux. Quelques images pour vous montrer que le corps calleux, grosso modo, a cette forme qu'on vient de décrire à plusieurs reprises, mais on peut avoir des formes très différentes. Mon ami Pascal Sonigo avait fait une planche sur un certain nombre de formes un peu différentes du corps calleux, mais en fait, tout ça était des corps calleux normaux. On peut mesurer le corps calleux, on peut mesurer le corps calleux évidemment dans sa longueur et dans son épaisseur. Et en fait, vous savez bien qu'on n'aime pas les corps calleux qui sont courts et épais. Ça, c'est un truc qui ne nous plaît pas. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. C'est le trigone ou fornix. Et donc, je vous ai fait un schéma ici pour vous montrer ce que c'était que le trigone et pour vous montrer que, vous voyez ces formes ici que vous voyez forcément quand vous faites de l'échographie, ou celle-là, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, ben, ça correspond à ça. Et donc maintenant, vous saurez bien à quoi ça correspond. Le trigone porte ce nom de trigone qui est avec la même racine que triangulaire, et c'est lié à cette partie triangulaire dans sa portion postérieure. Ensuite, les citernes. Alors, les citernes, c'est des accumulations de liquide céphalorachidien. En fait, des citernes, il y en a partout, c'est-à-dire qu'il y en a partout où il y a des méninges et où il y a des anfractuosités du cerveau, soit au niveau des raccordements hémisphère tronc cérébral, soit au niveau des structures comme ici en arrière des pédoncules cérébraux, comme ici en arrière au-dessus du torcular. Donc, des citernes, il y en a partout. Il est hors de question de s'amuser à les décrire toutes. Je vous ai pris ici comme exemple la citerne interpédonculaire ou prépontique. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est cette zone de liquide qui est ici, qui est devant la partie supérieure du tronc cérébral, c'est-à-dire devant les pédoncules cérébraux, qui sont cette partie du tronc cérébral qui est très large, un peu en aile de papillon. Et puis, effectivement, au niveau de cette citerne prépontique, légèrement en avant, vous avez la tige la tige pituitaire. Et puis, à ce même niveau, un tout petit peu plus bas, par contre, vous avez les 2 branches postérieures du chiasma. Les branches postérieures du chiasma vont contourner ici ce tronc cérébral pour aller rejoindre la partie occipitale du cerveau. Alors, ensuite, les noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux, là aussi, c'est un peu difficile de faire une étude très exhaustive de ces noyaux gris centraux. Vous connaissez les thalamies forcément de part et d'autre ici de la médiane. Et puis ici, sûrement vous voyez ça, vous n'êtes peut-être pas forcément percuté quand vous les avez vus, mais vous voyez ici que vous avez 2 formations assez écogènes. Ça, c'est la tête du noyau codé. Ça, c'est le noyau lenticulaire. On est sur une coupe ici un petit peu différente et on voit encore le noyau lenticulaire. Et puis, quand vous faites des coupes coronales, eh bien, vous voyez effectivement ces noyaux gris que vous retrouvez parfaitement. Vous voyez que là, j'ai été de l'avant vers l'arrière et qu'on voit parfaitement ces noyaux gris. Alors, la fosse postérieure. Donc là, on était évidemment dans l'état justentoriel. Maintenant, on est au niveau de la fosse postérieure. Donc, la limite supérieure de la fosse postérieure, c'est évidemment la tente du cervelet dont on a parlé déjà tout à l'heure. En cette partie ici, c'est l'écaille occipitale.
Là, évidemment, la limite supérieure, mais je vous l'ai mis en coupe coronale, c'est à nouveau la tente. Et puis, les bords de la fosse postérieure, en fait, se situent, c'est les structures osseuses. On est là, ici, au niveau des pyramides prêtreuses, mais c'est tout cet aspect de l'écaille occipitale que vous avez et qui vient faire une fosse arrondie dans lequel se situent les différentes structures. Alors, coupe axiale au niveau de la fosse postérieure, évidemment, le principal organe de la fosse postérieure, c'est le cervelet. Une coupe ici à 17 semaines. Deux traits que vous voyez bien ici qui s'appellent les reliquats de la poche de Blake. On voit ici à nouveau avec une coupe qui est un petit peu différent en hauteur, puisque vous voyez qu'on n'a plus le V4 et on a le tronc cérébral, et qu'on a effectivement ici ces reliquats de la poche de Blake qu'on retrouve encore et que certainement vous voyez quand vous faites des coupes axiales du cervelet de la fosse postérieure à 22 semaines lors de votre examen morphologique, vous retrouvez ces images des reliquats de la poche de Blake. Alors, on a progressé, on avance, et vous voyez que ce cervelet, le vermis, est de plus en plus écogène. Je vous ferai remarquer que le V4 garde la même forme à concavité postérieure, en forme de croissant à concavité postérieure, que ce V4 surligne parfaitement le vermis cérébelleux. Et vous voyez au fur et à mesure qu'on va avancer qu'on a de plus en plus d'éléments de la giration des hémisphères cérébelleux. Évidemment, ceci est tout à fait important. Alors, pardon, j'aurais pu vous montrer un peu en arrière ici. Vous voyez que la giration du cervelet, on la voit ici, ça a un aspect exactement plicaturé, exactement comme peut avoir le cortex cérébral. Coupe sagittale du cervelet, 22, 22, 22 et puis 25 semaines. Alors, qu'est-ce qui est important? Ici, évidemment, la tente du cervelet. Ici, l'étoile turquoise que vous voyez, c'est la grande citerne. Ici, cette petite bande rose, j'ai gardé le rose que j'avais tout à l'heure, c'est les limites de la poche de Blake. Et vous voyez qu'en fait, la poche de Blake, là, elle existe, mais que le cervelet est parfaitement, normalement placé. En fait, on en a parlé, puis on en reparlera à l'occasion. Le terme de kyste de la poche de Blake est probablement un très mauvais terme, parce qu'en fait, c'est pas un véritable kyste. C'est simplement cette zone ici doit se fenestrer pour que le cervelet se plaque en avant, et donc si elle ne se fenestre pas, le cervelet reste surélevé. C'est ça qu'on appelle le kyste de la poche de Blake, sauf que quand on surveille ces fœtus, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse et ensuite en postnatal que ce cervelet progressivement vient se plaquer sur le tronc cérébral. Et donc, ce n'est pas vraiment une entité pathologique. Alors, il y a un élément qui nous intéresse beaucoup dans le cervelet. Le cervelet est un élément très, très important pour suivre l'évolution, et c'est la position des fissures. Et donc, fissure primaire qu'on voit très bien ici sur cette coupe à 28 semaines, fissure secondaire qu'on voit ici, et c'est important, je veux dire, c'est les repères essentiels qu'on a aussi bien en échographie qu'en IRM, évidemment, peut-être plus facilement pour certains en IRM, mais vous voyez que, et on y reviendra tout à l'heure à propos de la giration, je pense que la giration, c'est aussi une affaire d'échographie. Coupe coronale du cervelet, 20, 25, 28 et 32. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va avoir le vermis de plus en plus écogène et de plus en plus visible, avec évidemment les cornes occipitales. Entre parenthèses, très bon élément pour les cornes occipitales, pour vérifier qu'il y a une symétrie des ventricules, comme les cornes frontales d'ailleurs. Et vous savez très bien que quand vous faites une coupe axiale, la partie qui va être proximale, c'est-à-dire la plus proche de votre sonde, il va y avoir une atténuation des ultrasons par les structures osseuses, et donc vous n'allez pas voir la corne postérieure qui est la plus proximale, et donc ça peut être très intéressant si vous n'arrivez pas à mobiliser le fœtus, ou si vous n'avez pas la possibilité de revoir la patiente un peu plus tard, et bien vous faites une coupe coronale, vous regardez les deux cornes occipitales, faites la même chose au niveau coronal antérieur pour les cornes frontales. Si vous avez
effectivement une asymétrie, c'est que les deux ventricules sont pareils. Et évidemment, si ces ventricules ont une taille différente, peut-être vous avez une ventriculomégalie unilatérale. Alors, le tronc cérébral, c'est plutôt moins connu. Nous sommes, vous voyez, je vous ai mis des différents niveaux de coupe. Ici, le coupe jaune, la coupe au niveau des thalamis, c'est-à-dire qu'on est au niveau des pédoncules cérébelleux. Voilà, qu'on est juste au-dessus des pédoncules cérébelleux. Ici, on est au niveau des pédoncules cérébelleux, au niveau du mésencéphale, avec ces pédoncules. Pardon, excusez-moi, erreur, pédoncules cérébraux, évidemment, et pas cérébelleux. On descend un tout petit peu, on se retrouve au niveau de la protubérance et vous voyez tout de suite qu'il y a une différence assez nette de taille en largeur en particulier de son tronc cérébral, puisqu'ici vous avez l'image dont on a parlé tout à l'heure avec cette image un peu en aile de papillon, alors qu'ici on a une image beaucoup plus ovoïde. Et puis si on descend encore un peu plus bas et qu'on est là, sous le vermis, on a cette moelle qui est la moelle allongée. Tronc cérébral en coupe sagittale, 22 semaines, avec déjà une protubérance qu'on voit, le V4 qu'on voit ici, et puis on avance, le V4, la protubérance qui est plus échogène, et évidemment une image très nette à 32 semaines. Plus on va avancer, plus la vieillisation va être importante, et plus ça va nous mettre en évidence la partie antérieure du tronc cérébral. Alors la grande citerne, donc, on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur des coupes à la fois axiales et sagittale et coronale d'ailleurs, mais plutôt d'ailleurs sur des coupes sagittales et axiales. Donc elle est ici sous le vermis. Une seule façon de mesurer cette grande citerne, c'est sur un plan cavo-cérébelleux. Et donc on mesure ici entre la face postérieure du vermis et la face antérieure des structures qui sont juste au-dessus de l'écaille occipitale. Alors, maintenant, on va parler du parenchyme cérébral. Après avoir parlé de la fosse postérieure, donc on revient à un étage sus-tentoriel. Et j'insiste sur le fait que la gyration est pour moi quelque chose qui doit être vu par les échographistes, parce que je pense que c'est l'échographiste qui va attirer l'attention de ses collègues, et en particulier effectivement qu'on va envisager ensuite une IRM, mais il faut bien quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme. Alors, comment ça se passe La gyration, c'est cet aspect où on voit une augmentation des plicatures du cortex cérébral qui va donner donc une amplitude de surface corticale. Mais avant ça, il y a une prolifération et une migration neuronale. Les neurones sont fabriqués au niveau de la zone germinative, c'est-à-dire au pourtour des ventricules. Pour rejoindre le cortex, il va falloir qu'ils migrent du bord du ventricule au cortex. Et quand on fait des échographies, en particulier par voie vaginale ou même par voie abdominale avec des patients qui ne sont pas trop volumineuses, qui ont un BMI pas trop élevé, avec une bonne sonde, on arrive à voir ici des zones qui paraissent comme être plus échogènes au pourtour du ventricule. Eh bien, c'est les vagues de migration neuronale, et donc on distingue une zone intermédiaire, une zone sous-corticale et le cortex. Honnêtement, l'appréciation du cortex en échographie, c'est certainement là où on est le moins performant, et là, incontestablement, l'IRM est supérieure. Ça se voit, cette migration sur des coupes axiales aussi. Et puis ici, on est à 22 semaines. Vous voyez que la sonde est placée ici. Donc les ultrasons viennent comme ça. Et donc on voit ici toute une série de petits traits qui vont de la zone germinative vers le cortex. Et en fait, c'est la glie radiaire. Les neurones migrent de la zone germinative vers le cortex en ayant cette glie radiaire comme tuteur pour les diriger vers l'extérieur. Alors, un point important pour la migration, il faut savoir que le cortex qui se forme est un cortex à 6 couches, et en fait, la couche la plus ancienne et la plus proche du ventricule, il y a une deuxième couche qui se forme, qui passe à travers la première pour aller vers le cortex. La troisième, elle passe à travers la première et la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 6e couche. Le repère essentiel de la gyration, c'est la vallée sylvienne.
facile à voir. J'ai l'habitude de dire qu'encore faut-il penser à la regarder. Ici, on la voit sur une coupe axiale. Ici, on la voit sur une coupe parasagittale latérale avec cette forme tout à fait caractéristique. Et ce qui vous explique que quand vous faites des coupes coronales, vous allez avoir une vallée sylvienne qui va avoir une hauteur plus ou moins importante, ce qui est tout à fait physiologique et pas une anomalie. Alors, bien sûr, cette vallée sylvienne va se modifier. On en a déjà parlé dans des topos précédents. Et on va avoir une forme de U à 22 semaines. On va avoir une forme de pi à 28 semaines et une forme de T à 32 semaines. Donc, c'est la fameuse formule U-pi-T. La coupe coronale, donc, j'en ai parlé très largement. Et donc, vous voyez que sur ces coupes coronales, 20 semaines, vallée sylvienne ouverte. 22 semaines, elle a une forme plutôt carrée. 26 semaines, on voit que ça commence à s'operculer. On voit que ça vient dessus le lobe du l'insula. Ici, à 28 semaines, on a vraiment pi. Vous voyez qu'on peut utiliser cette terminologie UPT aussi bien en coupe axiale qu'en coupe coronale. Et puis, 32 semaines, les deux vallées sylviennes bien fermées en forme de T. Et vous voyez surtout que sur toutes ces coupes, vous avez les deux vallées sylviennes, les deux hémisphères pariétaux, les deux hémisphères temporaux, et donc vous pouvez effectivement avoir une idée précise de la symétrie de cette gération. Alors, il y a d'autres marqueurs de la gération. Ces autres marqueurs de la gération, je vous ai mis ici les différents plans de coupe. On regarde la face interne d'un hémisphère cérébral, et vous voyez qu'on va avoir de l'avant vers l'arrière sur des plans coronaux, les sillons fronto-supérieurs, les sillons olfactifs, les sillons singulaires, les sillons temporaux, les fissures calcarines, et puis dans ce plan qui est le plan que vous connaissez bien puisque c'est le plan quasiment le plan de mesure du BIP, le sillon occipitaire interne. Donc, on regarde ça rapidement. Alors, je pense que lorsque vous faites une étude du cerveau un peu en deuxième intention, donc regardez la vallée sylvienne, toujours. Et puis, si vous avez un doute sur cette gération, allez chercher les autres paires. Ici, 28 semaines, 2 sillons frontaux supérieurs, donc on est sur la coupe qui est ici en jaune. On l'a 32 semaines, vous voyez qu'ils sont encore plus marqués, et donc toujours sur ce plan de coupe coronale très antérieur. Sillon olfactif, on est un tout petit peu plus en arrière, et en fait les sillons olfactifs sont ici à la face inférieure des hémisphères cérébraux, ils sont juste au-dessus des bulbes olfactifs, donc c'est assez facile de se rappeler qu'ils sont olfactifs, puisque en fait les fibres nerveuses qui viennent des fosses nasales vont rejoindre ces bulbes olfactifs, donc les sillons olfactifs sont juste au-dessus des bulbes, et vous voyez ici qu'on les voit très bien, et à partir de 28 semaines, ils sont toujours là. Ici, à 32 semaines, et puis quand on fait une étude un peu fine, on arrive à voir les bulbes olfactifs qui sont ces espèces de lamelles ovales en coupe qu'on voit ici sous les sillons olfactifs. Ça, c'est 28 semaines. Sillon singulaire, à partir de 24 semaines, vous êtes sur une coupe coronale, et vous voyez ici ces deux sillons. Là, ils sont légèrement décalés, ce qui est tout à fait physiologique et pas du tout inhabituel. Alors, les sillons temporaux, je suis sûr que vous ne les regardez jamais. Je suis sûr que mon ami Mustapha les regarde en IRM. Et donc, vous avez sillon temporal supérieur qui est celui qui est ici, sillon temporal inférieur qui est ici, et c'est temporal supérieur 28 semaines, temporal inférieur 31 semaines. Le lobe temporal est très souvent oublié dans l'étude, et quand on fait l'étude un peu pointue du cerveau, il vaut mieux effectivement bien le regarder, en particulier parce qu'il y a des pathologies qui commencent à ce niveau-là, et en particulier les pathologies infectieuses type CMV, souvent le point de départ est au niveau du lobe temporal. Les sillons collatéraux à la face inférieure des lobes temporaux, que vous voyez très bien ici, ces deux sillons avec les flèches vertes, on est ici, je veux dire un tout petit peu en arrière, j'aurais dû mettre ce plan de coupe ici, et on est à 26 semaines. Les fissures calcarines, là on est très postérieur. En fait, cette fissure calcarine, elle a un plan quasiment horizontal sur la face interne de l'hémisphère, et ici 24 semaines, ici 28 semaines, et vous voyez que plus ça va aller,
plus elles vont se creuser, plus elles vont être visibles. Et en fait, elles sont là à 24-25 semaines. Quand on fait une échographie à morpho à 22, on voit des ébauches. Disons quand même, c'est plutôt 24-25 semaines. Alors là, c'est une petite bêtise de ma part. Hein, ça, c'est les sillons occipitaux internes avec ici 22 semaines. Vous voyez que c'est une petite ébauche. Et ici, vous reconnaissez très bien le sillon occipital interne et a fortiori à 32 semaines. Alors, on va finir l'étude morphologique du cerveau par la vascularisation. Et donc, on va parler de la vascularisation d'abord artérielle. La vascularisation artérielle, 3 gros troncs artériels irriguent le cerveau, les 2 carotides évidemment, et le tronc basilaire en avant du tronc cérébral. Ces 3 gros troncs sont reliés entre eux au niveau du polygone de Willis, et vous avez ici effectivement une image en HD live Doppler avec les 2 artères cérébrales moyennes. Ici, les 2 cérébrales antérieures, il y en a 2. Hein. Il y a une petite communicante qui est ici. Ça, honnêtement, on ne la voit pas en échographie. Communicante postérieure et les 2 cérébrales postérieures qui sont ici. Ce qui correspond tout à fait à ce schéma que j'ai fait il y a très longtemps déjà. Alors, les carotides, on les voit bien sur une coupe coronale. Les 2 carotides qui arrivent ici, vous voyez qu'elles vont ici rejoindre les artères cérébrales moyennes. Les carotides, on les voit à nouveau ici. Là, on est sur une coupe qui est légèrement oblique, de façon à avoir aussi le trajet d'au moins une cérébrale antérieure. À nouveau les carotides ici en Doppler Solfo, où on les voit tout à fait bien. Le tronc basilaire, on le voit en coupe frontale. Donc le tronc basilaire avec les 2 artères vertébrales qui vont donner ce tronc basilaire et puis les deux artères cérébrales postérieures. On le revoit ici en avant du tronc cérébral. Quand on a une difficulté pour visualiser le tronc cérébral, je vous ai parlé de la difficulté de voir la tente du cervelet et de mettre le Doppler pour voir le sinus droit. Eh bien, pour le tronc cérébral, vous pouvez aussi allumer le Doppler, effectivement, et ce tronc basilaire qui circule ici en avant du tronc cérébral vous permettra aussi de localiser le tronc cérébral ici à 32 semaines. Les artères péricalleuses, je vous ai déjà montré cette image à 15 semaines, puis à 17 semaines, puis à 22 semaines, puis à 27 semaines. Vous voyez que ces artères péricalleuses sont complètes et ont une forme qui fait une forme un peu de virgule. Et puis sur cette image, vous voyez encore ici le tronc basilaire en avant du tronc cérébral. D'autres artères, les artères calloso-marginales. En fait, les artères calloso-marginales, elles circulent dans ce sillon qui est le sillon calloso-marginal. Les vaisseaux striés, pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'en fait, quand vous avez une infection au niveau du cerveau, vous allez avoir très probablement une vascularite au niveau de ces vaisseaux lenticulostriés. C'est la fameuse image en candélabre qui est décrite en particulier dans le CMV, mais qui peut se voir dans tous les processus infectieux inflammatoires cérébraux. Là, le drainage de la partie centrale du cerveau, ça c'est un tout petit peu plus rusé. Vous avez 2 artères cérébrales internes que vous voyez ici. Et vous voyez comment elles sont placées, puisque vous avez ici le trigone hein, qui est parfaitement visible ici. Elles sont un peu en dessous. Et vous voyez qu'elles vont se drainer ici, veine de Galien, et ensuite le sinus droit. Et donc, sur des coupes sagittales, ça se voit très bien. Donc, ici, veine cérébrale interne, veine de Galien, sinus droit, qui rejoint le torculaire ici. Et donc, différentes images avec des termes différents, 22, 25 semaines, 27 semaines ici. Drainage périphérique, il se fait par les sinus. Le sinus sagittal supérieur qui est sous la structure sagittale supérieure. Ensuite, les sinus transverses qui sont latéraux sur les bords de la cavité, de la boîte osseuse. Et puis tout ça se rejoint avec le sinus droit au niveau du torculaire et va se drainer ensuite dans les golfes jugulaires et évidemment dans les veines jugulaires. Donc, pour conclure ce topo sur la morphologie du cerveau,
Le message à ramener à la maison, le take-home message, c'est bonne connaissance de l'anatomie, comme toujours avec l'échographie, utilisez largement la voie vaginale, ne négligez pas les coupes coronales, elles vous apporteront beaucoup d'informations, et puis la gération, c'est une affaire d'échographiste, et en tout cas dans la partie initiale, parce que qui va tirer le signal d'alarme? Eh bien, c'est l'échographiste. Voilà, et je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre aux questions que vous allez me poser. Tout à fait, mon cher Jean-Philippe. Ben, merci pour cet exposé, comme d'habitude, clair, je dirais, riche en iconographie, en anatomie. On attend ce bouquin sur l'écoanatomie, tout doit venir de là. Ces coupes coronales que tu obtiens facilement, est-ce que tu les as d'une manière, je dirais, systématique? Ah oui, je m'astreins à les avoir systématiquement. Je m'astreins à les avoir systématiquement, que d'ailleurs, attends, je vais arrêter le partage de mon écran, voilà. Et comme ça, je vais te voir en grandeur nature. Oui, je m'astreins absolument à les avoir, et en particulier au niveau de la vallée selvienne, pour voir cette symétrie. Et on peut, bien sûr, que quand on est en coupe, quand on est par voie vaginale, c'est plutôt plus simple, mais ça se voit très bien aussi. Et quand on a un fœtus qui est en présentation podalique, eh ben, effectivement, on peut éventuellement, avec la main libre, le pousser un peu pour pouvoir se mettre dans un plan de coupe qui permet de voir ces coupes coronales. On est tout à fait d'accord parce que se contenter uniquement de coupe axiale sur le cerveau du fœtus, on se prive de pas mal d'informations, et surtout dans les hydrocéphalies, comme tu le sais, on voit mieux la dilatation distale, mais pas celle qui est proximale, et on ne sait pas. Donc, moi, je trouve que ce que tu as montré tout à l'heure, que vraiment, on a une étude symétrique, parallèle de deux hémisphères avec leur système ventriculaire et leur espace sous-arachnoïdien et cette gyration. Il y a eu plusieurs avis, mais là j'ai pris ça parce que c'était un show que je voulais quand même. Moi je pense que le point fort, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'un seul plan axial pour aller plus loin dans l'étude du cerveau. Il y a eu Leïla, toujours présente, toujours active, qui te parle. Leïla, toujours Leïla, je pense que Alors, Leïla pose le diagnostic différentiel entre agénésie septale et agénésie du corps calleux. It's not the same thing. Je vois où elle veut en venir, enfin, je crois voir où elle veut en venir. C'est que s'il n'y a pas de corps calleux, il n'y a pas de cavité septale visible. Il y a un gros piège, comme vous le savez tous, qui est qu'en fait, et c'est là un argument en plus pour dire que les coupes axiales, c'est le meilleur moyen de se ramasser, et que une structure volumique, ça se regarde dans les trois plans, évidemment. Et donc, quand il y a une la cavité septale n'existe pas. Et par contre, on a quelque chose qui pourrait ressembler à une cavité septale et qui est un troisième ventricule ascensionné. Alors, si je peux schématiser les choses, l'agénésie du corps calleux, ça va être les signes indirects qui vont attirer l'attention, la ventriculomégalie, le triple feuillet, les cornes frontales élargies, et le diagnostic va être fait sur une coupe sagittale. En ce qui concerne l'agénésie du corps calleux, on va évidemment être attiré sur la coupe axiale parce qu'on n'arrive pas à trouver le repère qui est le repère habituel pour mesurer en particulier le bipariétal. Et par contre, le diagnostic formel, il va être sur une coupe coronale parce qu'on ne verra pas les parois et là, on sera sûr de notre coupe. Et d'ailleurs, on aura des petites choses qui sont intéressantes. On s'apercevra qu'il y a des agénésies de la cavité septale, des agénésies septales qui ne sont pas complètes. On voit une partie des parois, parfois un peu en avant, parfois un peu en arrière. Et on peut discuter des mécanismes, en particulier de mécanismes qui correspondraient à une porencéphalie, enfin une sorte de porencéphalie, c'est-à-dire une disparition post-hémorragie de la cavité du septum. Notre ami Reda de Rabat, que nous saluons aussi, vous demande le V4.
comment Oui. est-ce qu'il y a des tables, est-ce qu'il y a des mesures pour le V4 pour s'assurer de sa normalité? Non, il n'y a pas de mesure du V4. Il y a des mesures du vermicérébelleux en hauteur. Il y a des mesures du tronc cérébral antéro-postérieur. Il y a des mesures du périmètre du vermis. Ça, c'est assez facile de se rappeler. C'est 1 centimètre pardon, la surface, 1 centimètre carré à 22 semaines, 3 centimètres carrés à 32 semaines, mais il n'y a pas de mesure du V4. Alors, ce qui est très important, c'est deux choses pour le V4 que j'ai souligné, mais j'y reviens. Ça me fait la possibilité de donner le message. C'est sa forme. Sa forme, il a une forme de croissant, il a une concavité postérieure. Et la deuxième chose, c'est sa localisation sur la hauteur du vermis. Il est à peu près à mi-hauteur du vermis. Parfait, c'est clair. Alors, docteur Kochi demande comment tu passes du plan axial au plan sagittal. Ça, c'est technique. Alors, j'espère que le docteur Korchi n'a pas une arthrose du poignet, mais s'il n'y a pas d'arthrose du poignet, il suffit de tourner de 90 degrés. Les plans, et ça, on pourra, quand je vais avoir la chance de revenir vous voir, on pourra le regarder sur l'échographe. Je veux dire, quand vous faites un volume, vous avez 3 plans qui sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. Vous avez fait des. Je ne sais pas si vous voyez Mousse là, mais il nous fait des. Voilà, sagittal, coronal et axial. Il nous manque l'axial, camarade. Et en fait, c'est là, l'axial, coronal et sagittal. Donc, à chaque fois, il faut, avec le poignet, tourner de 90 degrés. Ou faire de l'échographie volumique. Donc, notre ami Abdeltef Gasmi de Jadida, fidèle des fidèles, il demande le corps calleux, la cavité septale et la cavité septale, je pense, est-ce qu'il est toujours visible jusqu'à la fin de la grossesse? Et le corps calleux. Moi, je pense que le corps calleux, aucun problème, il faut le voir jusqu'à la fin. La cavité septale. La cavité septale, elle peut venir très étroite et donc un peu difficile à voir. Mais on la voit. On la voit si on combine, les 3 plans, on la voit. Par contre, le corps calleux, il est présent et même, il est, je dirais, c'est le meilleur moment où on le voit le plus, oui, oui. Le 3e trimestre, le corps calleux. Je pense que là, on a épuisé toutes les questions, et toujours brillant. Ce qui est frustrant chez toi, c'est que tu montres des images qui dépassent parfois les images qu'on a en IRM. Ça, je peux te l'assurer. Est-ce que tu peux arriver à la fin de la grossesse de faire la différence entre substance blanche, le cortex cérébral périphérique, les espaces sous-arachnoïdiens? Est-ce qu'il y a des tables pour les espaces sous-arachnoïdiens? Ce que tu me dis, c'est gentil, mais je l'adhère pas totalement. C'est-à-dire que je pense que les deux techniques sont parfaitement complémentaires. Je pense que quand on est dans la dernière partie de la grossesse, on n'est pas forcément à l'aise en échographie pour être certain d'avoir vu la périphérie du cerveau. Alors, entre parenthèses, on en est d'autant moins certain qu'on ne fait pas tous les plans dont on a parlé. Plus on va s'astreindre à faire tous les plans, je veux dire, moins on va passer à côté de trucs. Mais une micropolygyrie localisée, honnêtement, je pense qu'en échographie, on peut passer à côté. Ensuite, je pense qu'effectivement, distinction substance blanche, substance grise, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore l'apanage vraiment de l'IRM. Et puis, je pense que simplement, je crois qu'il faut être curieux, quoi. Je veux dire, j'ai pas un matériel, qui est différent du vôtre. Hein. J'ai le même matériel. C'est sûr que avec les ingénieurs d'application en France, on fait des réglages qui sont optimisés, mais je veux dire, on peut le faire. On peut le faire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je veux même bien donner mes réglages. Ça ne me pose aucun problème. Il faut juste être curieux. Il faut être curieux, il faut regarder l'anatomie, il faut chercher.
Alors, moi, je pense une question pour laquelle on a répondu pour les gens qui assistent à la formation cercle régulièrement. Est-ce qu'on peut se contenter d'une coupe axiale pour dire que le corps calleux est normal quand on a la cavité septale, ce qui tourne un petit peu partout? À mon avis, la coupe sagittale. J'ai dû brutalement avoir un bug parce que j'ai dû parler chinois à un moment, parce que j'ai quand même clairement dit à plusieurs reprises que c'était impossible pour moi et c'était une aberration de dire que le corps calleux, on pouvait être sûr que le corps calleux est normal sur une coupe axiale. Enfin, un enfant de 2 ans comprendrait que c'est pas possible. Je comprends pas cette attitude qui est, allez, soyons un peu désagréable, qui est assez collégienne, cette attitude. Je veux dire, je comprends pas. Je veux dire, ça consiste à faire le minimum, mais le minimum, moi, je veux dire, je pense que vous savez très bien ce que je dis régulièrement à propos de ça. Je veux dire, moi, j'aime bien que les gens, ils partent de l'échographie que je viens de leur faire en étant assez tranquilles sur la morphologie de leur bébé. Voilà. Et pas qu'on ait fait une échographie parce qu'il faut que ça dure 20 minutes, que voilà. Je m'arrête là parce qu'après je suis désagréable. Non, 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 non. Quand tu as 15 ans, on peut se le permettre, mais là, ouais, on ne veut pas te chagriner à ce point. Donc, on te remercie vivement, vraiment, c'est tout l'effort que tu fais d'une manière bénévole et généreuse, avec une qualité. Je dis même, on a eu la primauté d'avoir une iconographie pour ton prochain bouquin qu'on attend bien sûr pour, tu nous as promis le deuxième semestre, c'est ça? Oui, Le premier semestre 2020, 21. oui, non, je pense, j'espère qu'on pourra sortir en fin d'année. Je veux pas être trop optimiste, mais là, on a le confinement a des effets très bénéfiques. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Eh bien, sur ce, je te souhaite bonne soirée et on remercie tout le monde pour leur présence toujours importante et active. Et on souhaite les revoir au mois de juillet avant les vacances qu'on espère bientôt. Bon, les amis, merci à tous. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous permet de tranquillement progresser, d'activer votre curiosité. Et à très bientôt. Mousse va vous dire quand nous nous retrouvons la prochaine fois. Mousse, on se téléphone demain. Sans problème. OK? Parfait. Bonsoir. Merci. Merci.